Je m'appelle Nathan Boppel, je suis chirurgien digestif à la clinique de Villeneuve-Saint-Georges et on m'a demandé de vous parler de la chirurgie bariatrique un peu en globalité. C'est un peu difficile de faire un tour d'horizon de tout ça et surtout de ce qui peut se passer de nouveau dans le parcours pluridisciplinaire pré- et post-opératoire. Donc pour commencer, la chirurgie bariatrique est en plein essor, surtout ces 10 dernières années. Ça a été une explosion des actes chirurgicaux qui ont été enregistrés, et notamment sur le dernier rapport de l'IGAS en 2018, où on a atteint une espèce d'apothéose, où on a eu 50 000 interventions en 2018. Ça a stagné un petit peu en 2019 à 50 000 également. Et puis en 2020, la courbe a été fortement cassée, probablement due à la pandémie de coronavirus. L'assistance publique des hôpitaux de Paris a sorti tout un registre en 2019 de tous les patients qui ont été opérés sur la PHP depuis qu'ils ont commencé. Et en fait, ils ont clairement montré qu'il y avait un rallongement de l'espérance de vie de ces patients obèses opérés par rapport à ceux qui n'ont pas été opérés. Donc ça diminue clairement la mortalité. Donc on n'est plus du tout dans le débat de la chirurgie entre guillemets un petit peu esthétique ou de la chirurgie de confort. C'est pas non plus la panacée parce que on a quand même 10 à 30% de reprise de poids à 10 ans selon les études. On verra, on va essayer de voir pourquoi. La sécurité sociale, quand elle a vu que les indications étaient de plus en plus nombreuses, elle a fait un peu comme toute forme de législateur fait, c'est-à-dire qu'elle a essayé de freiner un petit peu les indications parce que c'est l'État qui paye. Donc, ils ont mis en place une entente préalable pour essayer de, pas de dérembourser, mais d'essayer de freiner un petit peu les indications un peu à tort et à travers. Nos sociétés savantes comme la Sofco ont essayé de restreindre un petit peu les centres où ça a été fait et donc ils ont mis en place des procédures de labellisation. On va voir à quoi ça correspond. Alors tout d'abord, pour quels patients? Si ce n'est pas clair, les recommandations de la HAS, elles le sont. C'est pas changé, c'est toujours la même chose depuis 2009, ça n'a jamais été réactualisé, c'est simplissime, c'est les patients qui ont un IMC supérieur à 40. Donc, je rappelle pour tout le monde, l'IMC, c'est le poids en kilogrammes sur la taille en mètres au carré, puis ça vous donne un chiffre. Donc, c'est les IMC supérieurs ou égal à 40 et ou les IMC supérieurs ou égal à 35 avec au moins une des comorbidités suivantes qui a été découverte, donc l'hypertension artérielle, le syndrome d'apnée du sommeil appareillé, le diabète de type 2, la maladie ostéo-articulaire invalidante, et alors c'est là que ça peut partir extrêmement loin, et la stéatohépatite non alcoolique. Alors ça, c'est l'étude qui va montrer, entre guillemets, les effets de la chirurgie bariatrique sur les individus. C'est une étude qui fait c'est un petit peu notre référence en tant que chirurgien bariatrique. C'est une étude suédoise qui s'appelle SOS, dans laquelle il y a plus de 4000 patients en tout. Et c'est une étude qui est régulièrement réactualisée parce qu'on finit par avoir un suivi des patients qui est maintenant à 20 ans. Donc en fait, c'est assez simple. C'est un essai thérapeutique randomisé. Il y a plus de 4000 patients. Il y en a 2000 dans le groupe contrôle, donc c'est-à-dire des patients avec un IMC supérieur ou égal à 35, suivis régulièrement par des nutritionnistes et des diététiciennes sans opération, qui sont comparés au groupe chirurgie. Et vous voyez qu'on a 3 groupes différents dans la chirurgie. On a l'anogastrique, la gastroplastie verticale calibrée et le gastric bypass. Bon, c'est un follow-up très important. Pour une étude de chirurgie, 20 ans, c'est énorme. Donc, on observe que dans le groupe chirurgie, on a une perte importante d'une variable qu'on appelle l'excès de poids, c'est-à-dire quand on calcule l'IMC, l'excès de poids, c'est le poids qu'on devrait en théorie perdre pour revenir à un IMC normal, ou en tout cas considéré comme normal par l'OMS, c'est-à-dire inférieur ou égal à 25. Cette perte d'excès de poids, elle est maximale la première année. Vous voyez que ça descend très très bas. Après, il y a toujours une petite reprise, mais ce qui est important de voir, c'est que globalement, elle est maintenue dans le temps sur 20 ans. Si on zoomait, alors je ne peux pas le faire là, mais si on zoomait sur le groupe contrôle, on verrait que la courbe n'est pas complètement plate, qu'il y a des minimes variations linéaires avec des reprises, des pertes, des reprises, puis des pertes, mais en globalité, ça reste assez stable. C'est ce que les chirurgiens appellent l'effet yo-yo, c'est-à-dire avec des régimes restrictifs ou des rééquilibrages alimentaires, on peut observer des pertes de poids de 5 à 10 kg, 15 kg, mais on observe toujours une reprise. L'importance de cette étude réside dans le fait que la perte de poids, elle est maintenue dans le temps. Donc, on n'est pas uniquement dans le traitement d'appoint.
les résultats de la chirurgie bariatrique au long cours sur les comorbidités et en ce qui concerne notamment le diabète sont assez éloquents, puisqu'il y a en tout 12 essais thérapeutiques randomisés qui montrent une amélioration significative des chiffres du diabète de type 2 et notamment de l'hémoglobine glyquée. Il y a une bien meilleure efficacité dans les comparaisons sur les études des gens qui ont été opérés versus ceux qui n'ont pas été opérés. Il y a même 50% de rémission complète les 2 premières années après la chirurgie. Et ça rend parfois des diabètes insulino-réquérants, ça les rend à nouveau insulino-indépendants, non insulino-indépendants. C'est les études qui ont été publiées dans des revues qui sont assez renommées. Et encore une fois, on peut raisonnablement penser que c'est quelque chose qui marche sur le diabète. En ce qui concerne le syndrome d'apnée du sommeil, c'est à peu près la même chose. Il y a une amélioration significative, voire quasiment une disparition du SAOS avec des patients qui finissent par ne plus s'appareiller 1 an après la chirurgie, une réduction significative de l'index apnée-hypopnée et une réduction significative de la somnolence diurne. C'est des études qui ont été, vous avez les références en bas à droite. En ce qui concerne l'hypertension artérielle, c'est à peu près la même chose. Il y a juste un chiffre que je trouve intéressant, c'est-à-dire que quand vous voyez un patient qui veut se faire opérer ou qui demande une opération pour une chirurgie bariatrique et qu'il a un IMC supérieur à 35 et qu'il ne se connaît pas lui-même de comorbidité, eh bien, on a une chance sur 2 de diagnostiquer une hypertension artérielle lors du parcours. Si on opère un patient qui a une hypertension artérielle, il a 40 à 80% de rémission à 1 an. C'est le JAMA Surge qui a publié ça il y a 2 ans. Donc, on était assez heureux quand on a vu ces résultats-là parce qu'on s'est dit quand même, on arrive à sevrer les patients en traitement antihypertenseur. Ce n'est pas non plus, encore une fois, miraculeux. Il y a une chance sur 2 de reprendre un traitement antihypertenseur dans les 10 ans après la chirurgie. Et c'est ce que les chirurgiens ont appelé l'effet lune de miel. Alors, quelle procédure? Il y en a beaucoup. Il y en a plus de 10 des interventions qui ont été inventées. Il y en a même, je crois qu'il y en a une vingtaine en tout. Il n'y a pas d'intervention miracle, sinon ça se saurait. On proposerait toujours la même et puis ce serait tout. En proportion en France, si on veut faire une photographie à un instant T, on adore la sleeve gastrectomie. On en fait, mais dans l'argamanu, c'est l'intervention qu'on fait le plus souvent. Plus de 70% de sleeve gastrectomie en France. Loin derrière, mais quand même en deuxième position, on a le bypass gastrique. L'anneau gastrique, alors il faut savoir que cette courbe que vous voyez là, sleeve, bypass, anneau dans cet ordre, il y a 15 ans, c'était exactement l'inverse. C'était anneau, bypass, sleeve. Donc vous voyez qu'il y a quand même un petit peu des effets de mode. Il y a d'autres interventions qui sont beaucoup plus extrêmes, on va dire réservées à des super obèses avec des IMC supérieurs à 60, qui ne sont faits que dans les centres experts. Il y a le SADI, le single anastomosis duodéno-iléal switch, c'est carrément une sleeve gastrectomie en branchant le duodénum sur la dernière anse iléale à 1 mètre du côlon. Donc, c'est vraiment des trucs qui sont réalisés dans des centres experts. La dérivation biliopancréatique, la gastroplastie verticale calibrée, l'intervention de Scopinaro par la parotomie, bref. Les chirurgiens sont des gens qui aiment bien inventer des choses. On a inventé tout un tas de choses pour essayer de faire maigrir les gens. Donc, si en France, on a les 3 interventions les plus populaires que sont la sleeve, le bypass et l'anneau, on va simplement s'attarder dessus 5 minutes. Voilà ce que c'est qu'une sleeve, schématiquement. C'est assez simple à comprendre. Il s'agit en fait d'une véritable gastrectomie où on enlève les 2 tiers, 70% de l'estomac latéral gauche, centré sur cette partie-là de l'estomac qu'on appelle la grande courbure gastrique. C'est ce qu'on appelle une méthode restrictive, c'est-à-dire qui va jouer sur le volume d'accueil de l'estomac. En fait, on va transformer la poche gastrique de nature assez accueillante, on va la transformer en un manchon linéaire. Donc, le sleeve, ça veut dire manche en anglais. On va la transformer en manchon linéaire. Ça pourrait faire de réduire considérablement sa capacité d'accueil et donc la progression du bolus alimentaire. Et ça va engendrer une sensation de satiété beaucoup plus précoce qu'avant l'opération parce que l'activation des mécanorécepteurs va se faire beaucoup plus rapidement avec un volume de bolus alimentaire beaucoup moindre. Un des autres effets de la sleeve, c'est que dans cette partie-là de l'estomac qu'on appelle la grosse tubérosité, il y a des cellules de l'antre phindique qui vont sécréter une hormone qu'on appelle la gréline. Et cette hormone va circuler tout le long du tube digestif et dans le sang. Et ce serait l'hormone qui serait responsable de la stimulation de l'appétit. Donc en théorie, quand on enlève cette partie-là, on n'a plus de gréline, donc on a moins d'appétit. C'est hypothétique, c'est des hypothèses physiopathologiques, pour l'instant on n'en sait rien, mais ce serait un des autres rôles de l'effet de la sleeve gastrectomie.
Alors la sleeve en pratique, la sleeve c'est en hospitalisation. Il y a des équipes qui le font en ambulatoire. Je trouve personnellement que ça n'est pas une super idée puisque c'est des patients qui attendent leur intervention souvent pendant plus de 6 mois. Et ne serait-ce que pour marquer le coup, il faudrait les hospitaliser. C'est des patients qui sont ultra bien sélectionnés quand ils sont faits en ambulatoire. Moi, c'est pas trop mon truc, mais enfin bon, chacun sa pratique. Généralement, ils sortent à J1, J2 post-opératoire. La sleeve est quasiment toujours faite en célioscopie. Ça dure 1 heure à 1 heure et demie. Généralement, il n'y a pas de sonde gastrique, peu ou pas de drainage. Alors, j'ai marqué en bas, elle est irréversible. C'est-à-dire que l'estomac qui a été enlevé, effectivement, il ne peut pas être mis en place puisqu'il s'agit d'une gastrectomie au sens propre. Mais par contre, on peut la convertir. C'est-à-dire qu'on peut la convertir et généralement, on peut la convertir en bypass. Alors, quel intérêt? L'intérêt de la conversion de la sleeve en bypass, c'est de pouvoir offrir aux patients une seconde chance si jamais il y a une reprise de poids après sleeve. Et effectivement, la sleeve est assortie d'un taux de complications comme le reflux gastro-œsophagien qui peut être assez important. Et pour régler ce problème de reflux gastro-œsophagien, il faut dériver l'estomac dans l'intestin grêle. Comme ça, le reflux diminue, voire disparaît. Cette intervention ne nécessite pas, au sens propre, au long cours, de compléments vitaminiques, puisqu'il n'y a pas de système malabsorptif qui est mis en place. Par contre, comme l'amaigrissement est brutal, et surtout les 6 premiers mois, voire la première année, on va quand même prescrire des compléments vitaminiques parce que le patient va cataboliser à mort. C'est ce que les médecins nutritionnistes appellent l'orage métabolique, les 6 premiers mois, voire la première année après l'intervention. Et donc, pour ne pas qu'ils prennent de carence pendant cette période-là, on va quand même leur donner des compléments vitaminiques. Alors, il y en a une multitude de disponibles, des qui se prennent 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour. Bref, les labos se sont mis sur le coup. Et donc, on va quand même leur prescrire ça. Généralement, au bout d'un an, quand il n'y a pas de carence qui s'est installée, on peut arrêter les vitamines pour une sleeve. Le bypass, c'est un petit peu plus compliqué. Le bypass, c'est une méthode dont le concept est complètement différent. C'est ce qu'on appelle une intervention qui est dite malabsorptive. Ce n'est ni plus ni moins qu'une dérivation intestinale. Aucune résection chirurgicale au sens propre n'est pratiquée. On va jouer également sur le volume de l'estomac, donc il y a une partie restrictive, c'est-à-dire qu'on va rendre l'estomac encore une fois moins accueillant, et ensuite on va le brancher sur une portion d'intestin grêle jéjunal à 1,50 m, 2 m, ça dépend des équipes. Cela a pour effet de court-circuiter, de rendre complètement hors du système digestif l'estomac qu'on appelle exclu et la partie proximale du jéjunum sur 1,50 m, je dis, ça dépend beaucoup des équipes, et ça tombe bien puisque c'est la partie qui serait responsable de l'absorption des sucres et des graisses. Les sécrétions gastriques, biliaires et pancréatiques passent toujours dans cet endroit-là et arrivent ici, dans ce qu'on appelle l'anse commune, pour pouvoir faciliter l'absorption des nutriments. Donc, dans le bypass, on a à la fois un effet restrictif, puisque la poche est plus petite, la poche de l'estomac est plus petite, et à la fois un effet malabsorptif. En pratique, ça se déroule également en hospitalisation. Alors, pour l'instant, je crois, la seule équipe qui fait ça en ambulatoire, c'est les équipes de la Pitié-Salpêtrière, mais c'est pareil, je trouve que ce n'est pas une super idée. Ça nécessite de sélectionner ces patients vraiment rigoureusement. Très généralement, ça sera J1 ou J2 quand tout va bien. C'est quasiment toujours fait en célioscopie. Ça prend un petit peu plus de temps, 1 h 30, 2 heures. Il y a beaucoup de cousettes en célioscopie, beaucoup d'agrafage. Pas de sonde gastrique, très généralement pas de drainage. Et alors, à la différence de la sleeve, c'est que le bypass, il est réversible, moyennant bien sûr une réintervention. Mais si on revient sur la slide d'avant, si on a des problèmes de malabsorption vitaminique avec des carences ou des patients qui maigrissent trop, ce qui arrive rarement, heureusement, ça arrive rarement, mais ça arrive, on peut toujours couper cette couture-là, remettre l'intestin grêle en bas et faire une couture entre l'estomac et son grand frère. Et là, on se retrouve avec un circuit parfaitement normal. L'anneau gastrique, on va en parler rapidement, elle n'a pas été complètement abandonnée, cette méthode, elle existe encore. Il y a encore des gens qui sont désireux de se poser un anneau gastrique parce qu'ils ne veulent pas qu'on coupe l'estomac ou qu'ils ne veulent pas prendre le risque de prendre des vitamines toute leur vie, etc. Donc, c'est une procédure qui n'est pas abandonnée, mais qui est effectivement beaucoup moins pratiquée actuellement. Elle trouve toujours sa place, moi je trouve, chez des patients qui ont des profils qu'on appelle hyperphages ou tachyphages, c'est-à-dire c'est des gens qui ne grignotent pas entre les repas ou des gens qui mangent beaucoup et trop vite.
C'est une méthode restrictive pure, hein, dont le but est de jouer sur vraiment la restriction au niveau de l'entrée de l'estomac. Ça nécessite une très grosse rigueur de suivi parce qu'on va revoir le chirurgien assez régulièrement pour serrer, desserrer l'anneau, etc. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été abandonné, hein, c'est que les suivis étaient trop importants, trop rigoureux. Ce qui est formidable avec l'anneau gastrique quand même, c'est qu'on peut l'enlever aussi rapidement qu'on l'a posé. C'est-à-dire que si on a le moindre problème, si on a le moindre souci, le moindre problème de tolérance ou si le patient ne le veut plus, on peut enlever l'anneau gastrique assez rapidement. Donc, je répète, c'est une méthode très simple. On va placer une bague autour de l'entrée de l'estomac qui est reliée à un cathéter, elle-même reliée à un boîtier par l'intermédiaire duquel on peut gonfler et dégonfler une petite chambre à air. Bien évidemment, plus l'anneau est gonflé, moins on peut manger, et plus l'anneau est dégonflé, et plus on se retrouve dans une situation normale. L'anneau, par contre, lui, il est clairement fait en ambulatoire. Il n'y a aucun souci particulier, ça se passe très bien en ambulatoire. Ça se fait en célioscopie, bien sûr. C'est assez rapide comme procédure, ça prend 1 heure. Pas de sonde gastrique, pas de traînage. Et comme je l'ai dit, il est totalement réversible. Alors, les complications post-opératoires qu'on peut avoir sont heureusement assez rares, mais elles sont présentes. Le chirurgien qui vous dit que ça n'existe pas, c'est un menteur. La mortalité est proche de 0, c'est quand même assez rare. Un des principaux trucs qui nous embête, c'est l'hémorragie post-opératoire. Alors, pourquoi on a ce problème-là dans ce type de chirurgie? Parce qu'on fait des agrafages avec des pinces linéaires qui coupent et qui agrafent en même temps. Mais par contre, elles ont une tendance à saignoter, à saigner de temps en temps. C'est des patients obèses avec des IMC supérieurs à 35 ou à 40, donc qui ont volontiers du Lovenox 0,4x2, des médicaments pour la prophylaxie thromboembolique qu'on va volontairement augmenter de dose. Et donc, on a très peur que ça saigne. Ça arrive dans 1 à 2% des cas. Autre problème majeur de cette discipline, c'est la fistule post-opératoire, c'est-à-dire l'issue de liquide digestif par l'intermédiaire d'une des agrafes qui a lâché. Ça arrive dans à peu près 1% des cas dans la majorité des séries, et c'est des traitements qui sont très complexes. On a des complications à plus long terme, comme le RGO après sleeve gastrectomie, donc le reflux d'acide gastrique dans l'œsophage, la hernie interne après bypass parce qu'on a quand même considérablement modifié l'anatomie lors d'un bypass, le glissement d'anneau et les carences vitaminiques. Principal problème majeur qu'on a actuellement, quand on se rend compte qu'on a opéré beaucoup de personnes, c'est les reprises de poids à 10 ans qui nécessitent bien évidemment un suivi avec un bilan spécialisé. Alors, ce qui a changé ces 2-3 dernières années, c'est le parcours préopératoire. C'est-à-dire que je vous ai dit que maintenant la SOFCO et la HAS essayaient de restreindre un petit peu les centres où c'était pratiqué, essayaient de mettre un petit peu les holà parce qu'il y a tellement d'interventions qui ont été faites qu'ils essayaient de ralentir. Maintenant, ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui est validé par la HAS et par la Société savante, c'est de favoriser l'unité de lieu avec une équipe pluridisciplinaire structurée, c'est-à-dire l'intégralité des professionnels de santé qui vont agir dans ce parcours préopératoire doivent travailler au même endroit. On doit discuter de tous les dossiers au cours d'une réunion de concertation et la conclusion de cette réunion de concertation doit être envoyée aux collègues généralistes. Autrement dit, le chirurgien qui fait ça tout seul dans sa clinique et qui n'en parle à personne et qui envoie les patients à son collègue psychiatre parce qu'il le connaît bien et à son collègue nutritionniste et puis il n'y a pas de souci particulier, normalement, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de roi mage, de roi lion, vous appelez ça comme vous voulez, je trouvais cette image intéressante pour montrer que le chirurgien, finalement, ça devient quelqu'un qui est au centre d'un parcours et qui est aussi important que tous les autres acteurs qui entrent en jeu. On va en parler 2 minutes, ce n'est pas hyper intéressant, mais à titre d'exemple, la SOFCO, qui est notre société savante pour la chirurgie de l'obésité, a retenu ces critères-là pour pouvoir être labellisé, c'est-à-dire pour avoir le droit, selon la SOFCO, de pouvoir faire ces interventions. Il faut être membre, forcément. Il faut au moins 2 chirurgiens titulaires du diplôme interuniversitaire. Il faut une expérience supérieure à 3 ans. Il faut avoir fait au moins 50 interventions par an. Il faut une compétence pluriprocédure, c'est-à-dire qu'il faut proposer plusieurs interventions aux patients et pas dire moi je fais que cette intervention-là parce que c'est celle que je préfère. Il faut une vraie RCP vivante, ce n'est pas une RCP qui se fait sur un coin de table ou entre 2 couloirs. Et il faut compléter le registre de la SOFCO. À chaque fois qu'on opère un patient, la SOFCO va récupérer les données pour pouvoir sortir des datas et faire d'autres études intéressantes. Alors pourquoi les HDJ? Encore une fois, ça favorise l'unité de lieu, l'unité de temps, ça remet au patient ce qu'on appelle un calendrier thérapeutique, donc ça va structurer son parcours préopératoire. Et certaines études ont montré que le fait de structurer comme ça le parcours en préop, ça favorisait le maintien du suivi en post-opératoire. Donc finalement, comme on a un problème de suivi des patients qui ont été opérés, c'est pas plus mal.
En pratique, si vous voyez un patient en consultation qui vous demande une chirurgie bariatrique pour un problème d'obésité morbide, l'entente préalable de la sécurité sociale, c'est 6 mois minimum. Ça peut paraître long, finalement, c'est assez bien rempli parce qu'on va les passer au peigne fin, vous allez voir pourquoi. Et donc, comme on fonctionne avec des HDJ, eh ben, on va faire 3 HDJ espacés de 2 mois. Voilà en pratique ce qui peut être réalisé, c'est-à-dire un premier hôpital de jour où on va essayer de grouper en une journée tous les examens préopératoires du patient. Donc la consultation diète, la consultation psy, celle-là, elle se fait à chaque fois, donc il ne faut vraiment pas hésiter pour qu'il les voit plusieurs fois. Diète, parce qu'il y a quand même beaucoup de règles hygiéno-diététiques à apprendre quand on a été opéré d'une sleeve ou d'un bypass. Et psy, parce que c'est quand même des patients qui sont à fort risque de décompensation anxio-dépressive en post-opératoire. C'est des gens qui vont parfois perdre 50, 60 kilos. Ça peut représenter la moitié de leur volume corporel. Donc, il y a vraiment une image au corps qui est complètement modifiée. Premier HDJ, il est plus à consonance pneumologique, on va dire, avec des EFR, une radio du thorax et une consultation avec le pneumologue. Pendant cet intervalle de temps, on va essayer de trouver une nuit où on fait une polysomnographie à la recherche du SAOS. Le deuxième HDJ, il est plus à consonance digestive avec le TOGD, l'échographie abdominale à la recherche d'une stéatose et d'une lithiase vésiculaire. Et on va également mettre le patient avec une consultation chez un nutritionniste qui va faire un bilan vitaminique approfondi. Troisième HDJ, il est plus à consonance cardiologique avec l'ECG, le test d'effort, l'écho-cœur et la consultation cardio. Bien évidemment, avant d'opérer les patients, on fait une fibroscopie avec une recherche d'Helicobacter pylori parce qu'on déteste agrafer des estomacs infectés. À la fin du parcours, on rédige à chaque fois des fiches d'HDJ et puis avec ça, on va structurer la RCP. Et lors de cette RCP, il y a un compte-rendu qui est créé, qui doit être envoyé au médecin traitant. Dans un monde idéal, ils sont tous envoyés au médecin traitant. Et il y a une consultation à la fin du parcours avec le chirurgien pour valider définitivement l'indication chirurgicale. On se met dans l'hypothèse que le patient a été opéré, qu'il n'y a aucune complication, que tout va bien, que tout le monde est très content. Le suivi idéal recommandé par la SOFCO, c'est une consultation à 1 mois pour s'assurer qu'il n'y ait aucun problème d'alimentation à la maison. Puis tous les 3 mois la première année. Alors, la dernière fois que j'ai vu ça, moi, ça me fait penser un petit peu au suivi de la cancéro maintenant. Je pense que c'est ce qu'ils essayent un peu de faire, c'est-à-dire d'essayer de structurer avec la RCP. Il y a quand même des mots communs, des surveillances à vie, etc., qui sont faites et qui ont beaucoup de similitudes avec la prise en charge en cancérologie. Donc, tous les 3 mois, c'est consultation avec le chirurgien, le diète, le nutritionniste et, si besoin, le psychologue. Par la suite, ils recommandent au moins une consultation par an avec le chirurgien et le nutritionniste. La diète et la psy, autant de fois qu'ils veulent, mais au moins une consultation par an avec le chirurgien et le nutritionniste. Les échecs. Les échecs, ça existe quand même, effectivement. Il y a 5 à 30% de reprise de poids après sleeve. Je prends la sleeve parce que c'est l'intervention la plus couramment pratiquée en France actuellement. 5 à 30%, c'est un problème multifactoriel. On ne sait pas trop également d'où ça vient, mais en tout cas, la première question qu'on se pose, c'est de savoir s'il y a un problème chirurgical. Et pour ça, on fait des examens, on fait des TOGD à la recherche d'une dilatation de la poche gastrique ou alors d'une espèce de petite malfaçon chirurgicale qui consiste en une persistance du fundus tout en haut. Maintenant, ce qui est recommandé, c'est de faire un scanner avec une volumétrie et un volume gastrique supérieur à 250 ml. Ils nous disent, il faut recouper l'estomac et à ce moment-là, on peut retrouver une perte d'excès de poids comme on l'avait. Avant une réintervention, avant d'envisager quoi que ce soit, la première des choses, c'est également de vérifier la rigueur du suivi post-opératoire. De cette rigueur dépend généralement les résultats. C'est-à-dire dépend le maintien des résultats à long terme, c'est la rigueur du suivi post-opératoire. Donc, si le patient a été peu ou pas suivi en post-opératoire, ce qui arrive malheureusement, la première des choses, c'est de remettre le patient dans un parcours avec des HDJ comme je l'ai montré antérieurement. De remettre le patient en consultation diète, de remettre le patient en consultation nutritionniste, etc. C'est de ce suivi que va dépendre le maintien, la pérennité des résultats à long terme. On a toujours des solutions, je reviens une dernière fois, on a toujours des solutions chirurgicales à proposer. Par exemple, après un anneau, on peut faire une sleeve. Après une sleeve, on peut faire un bypass. Après un bypass, on peut même jouer sur le rallongement des anses, si on veut. Avant de faire ça, on remet le patient dans le suivi si le suivi a été mal fait. Pour conclure, je voudrais vous dire que la chirurgie bariatrique, c'est
effectivement efficace à long terme sur la perte de poids et sur le traitement des comorbidités. Actuellement, c'est le seul traitement qui fonctionne sur l'obésité morbide. Tout ce qui a été essayé antérieurement en termes médicamenteux ou en termes de règles, etc., ne fonctionne pas, ou alors fonctionne avec un intervalle de temps précis, puis après, il y a toujours une reprise de poids. J'ai assez insisté, je pense, sur l'aspect fondamental du parcours préopératoire qui structure la prise en charge et sur le suivi post-opératoire à vie. Bien évidemment, ce genre de suivi, à mon sens, ne peut se faire que dans un centre pluridisciplinaire avec unité de lieu et unité de temps. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'était tout pour le premier topo. Le deuxième topo, il va être un petit peu plus slidé, on va dire. Il va parler des urgences chirurgicales du quotidien que vous avez sans doute tous vu arriver dans votre cabinet de consultation, que vous soyez infirmière ou médecin. C'est des motifs extrêmement fréquents de consultation. Dans les CHU parisiens, c'est même 15% du montant total des consultations aux urgences. Les douleurs abdominaux-traumatiques, ça peut aller très loin, ça peut être urologique, ça peut être digestif, ça peut même être vasculaire. Et on va commencer par la plus célèbre d'entre elles, c'est l'appendicite aiguë. Alors l'appendicite aiguë, c'est encore une espèce de grande simulatrice qui peut parfois tout donner, tout faire. En général, il n'y a pas de fièvre. S'il y a une fièvre, elle est très souvent modérée, 38, 38,2, 38,3. Une appendicite, ça donne rarement 39, 40 de température, ou alors c'est qu'il y a une très grosse péritonite qui est en train de se cloisonner. La douleur abdominale, on ne va pas refaire la sémiologie en large et en travers, mais en gros, elle est préférentiellement en fosse iliaque droite et si souvent elle démarre en épigastrique, quand on arrive à retrouver ce signe, on est très content. Elle n'irradie pas, il n'y a pas d'autre douleur que la douleur de la fosse iliaque droite. Et ça peut donner tout un tas d'autres troubles du transit, des vomissements, des nausées, des diarrhées, etc. En pédiatrie, alors Dieu sait que la pédiatrie c'est difficile, il y a 50% de formes atypiques. L'examen qu'on va préférer chez l'adulte, le seul examen vraiment décisionnel, celui qui va poser le diagnostic dans plus de 95% des cas, c'est le scanner. Le scanner a l'avantage de ne pas être opérateur dépendant, contrairement à l'échographie où l'appendice est parfois, vous savez que l'appendice c'est un organe qui a volontiers des variations anatomiques positionnelles, il peut être derrière le gros intestin, devant le gros intestin, il peut être à droite, il peut être un peu au centre du ventre, etc. Donc à l'échographie, on a plus souvent des doutes diagnostiques qu'au scanner. Par contre, on va bien évidemment préférer l'échographie chez l'enfant parce qu'un enfant de moins de 6 ans, c'est rarement coopérant pour un scanner et en plus, on n'aime pas trop irradier les enfants. Le signe radiologique le plus commun, c'est l'augmentation du diamètre de l'appendice à 6 mm associé à une absence d'aération, c'est-à-dire il n'y a pas d'air qui passe dans l'appendice. On a des magnifiques images d'appendicite scanographique où là, le radiologue, il est gentil, il nous a même mis une flèche pour être sûr que c'est là. Là, on a un appendice à 10 mm de diamètre et vous voyez que contrairement à ce qu'on voit ici sur la fin de l'intestin grêle ou ce qu'on voit ici dans le côlon, ici, on a des bulles d'air, c'est normal, c'est le granité stercorale. Là, dans l'appendice, on n'a aucune bulle d'air. C'est assez évocateur, assez typique d'appendicite aiguë. Pareil pour ça, donc ça c'est un scanner avec une opacification colique pour mieux vérifier le cadre colique. Ici on voit un appendice qui est clairement augmenté de volume, de diamètre, avec quelque chose qui apparaît spontanément en hyperdense, c'est le fameux stercolis, c'est-à-dire un morceau de matière fécale qui a durci et puis qui va boucher les écoulements muqueux de l'appendice et donc inflammer l'organe. Alors les critères de prise en charge. L'appendicite aiguë, ça a souvent été quelque chose qui a traumatisé pas mal de gens, où on avait l'impression qu'il fallait opérer tout de suite maintenant, et en plus, on n'est pas sûr du temps où on a fait le diagnostic, etc. Donc, voilà pourquoi on essaye de clarifier un petit peu les choses, et voilà pourquoi j'aimerais insister sur ces points-là, qui sont les critères de prise en charge en urgence, on va dire différés, entre guillemets, vraiment à utiliser avec beaucoup de précautions. Les critères de prise en charge en urgence différée, c'est-à-dire les gens qui peuvent attendre 1 voire 2 jours avant de se faire opérer sans prendre de risque, c'est les gens qui sont non perforés, et ça se voit au scanner, les gens qui n'ont pas de péritonite clinique, c'est-à-dire qui n'ont pas de fièvre supérieure à 38,5 et qui n'ont pas de défense généralisée avec une douleur abdo, tordue de douleur, etc. Et bien évidemment, les gens qui ne sont pas trop malades, c'est-à-dire pas d'insuffisance d'organes majeure, pas de traitement important. Voilà. Si on a ces 3 conditions qui sont réunies, alors ça peut attendre le lendemain pour transférer le patient au bloc opératoire pour qu'il puisse se faire opérer dans de bonnes conditions.
Quand on opère une appendicite, c'est largement possible de le faire en chirurgie ambulatoire, surtout si le patient vient le matin à jeun. Voilà l'intérêt parfois de différer au moins la nuit l'appendicectomie et de dire au patient, revenez le lendemain matin, restez à jeun, allez voir le chirurgien à 8 heures du matin et on organise le bloc opératoire gentiment. Encore une fois, c'est les mêmes critères. Elle n'est pas perforée, il n'y avait pas de péritonite pendant l'intervention, le patient n'a pas de tare associé, n'a pas d'insuffisance d'organes majeure, pas de comorbidité majeure. Si l'intervention se déroule en célioscopie et si les constatations opératoires ne sont pas graves, alors il y a tout intérêt à ce que le patient sort le soir même. Le fait de faire l'appendicectomie en ambulatoire n'augmente pas le risque d'être réhospitalisé et diminue même le risque de faire un abcès de paroi. C'est les résultats de cette étude qui ont été publiés dans le Journal of Surgery en 2019. Donc les gens qui sortent le jour même versus ceux qui restent 2 jours d'hospitalisation, en fait, c'est la même chose. C'est peut-être même mieux de les faire sortir le soir même. Alors, juste un mot sur l'appendicite aiguë et le traitement médical. Ça a été essayé, ça a été fait. C'est un chirurgien français qui s'appelle Corinne Vons et qui a publié ça dans le Lancet il y a quelques années. En gros, ce qu'elle a fait, c'est qu'il y a 240 patients dans son étude et qu'elle a comparé pour des appendicites aigus non compliqués. Les gens ont reçu dans un bras un traitement par augmentin, par antibiotique, et dans l'autre bras, ils ont été opérés. Et puis, elle a comparé les résultats. Les résultats, c'est que dans le groupe de gens qui n'ont pas été opérés, ils ont quand même beaucoup plus de chances de se faire réopérer dans les 30 jours parce que le traitement antibiotique ne marche pas. Donc, il y a significativement plus de réintervention dans le bras, traitement par antibiotique seul. De plus, dans le groupe appendicectomie, il y avait des constatations péropératoires qui n'étaient pas celles données par le scanner initialement. Par exemple, une perforation de l'appendice qui n'était pas diagnostiquée au scanner, ou alors un épanchement purulent avec des foyers de péritonite réactionnelle qui n'étaient pas diagnostiqués au scanner. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'appendicite non compliqué, non perforé chez un patient qui va bien, c'est possible de le mettre sous antibiotique, mais c'est clairement pas recommandé. Il y a un risque de récidive de 25 à 30% dans l'année. Donc, c'est vraiment à utiliser avec beaucoup de parcimonie. Ça m'est arrivé de le faire, je vous avoue. Ça m'est arrivé de le faire pour un patient qui avait son mariage le lendemain, par exemple. Ou ça arrive de le faire pour un étudiant qui a un examen hyper important de sa vie le lendemain matin. Là, c'est quand même dommage de rater une année juste pour une appendicite. Mais il faut vraiment prévenir le patient, lui dire qu'il faut prendre les antibiotiques et qu'il faut revenir dès qu'il a fini son impératif personnel pour programmer l'appendicectomie, on va dire, à froid. Sans transition, une urgence chirurgicale extrêmement fréquente également, c'est la cholécystite aiguë. Donc, c'est une infection de la vésicule biliaire due à la présence d'un calcul bloqué à l'intérieur. Le diagnostic est assez simple, c'est pareil, on ne va pas refaire la sémiologie biliaire. Il y a peu ou pas de fièvre. La douleur, d'ailleurs, elle est préférentiellement épigastrique ou alors dans l'hypocondre droit avec un signe de Murphy, c'est-à-dire un blocage inspiratoire à la palpation profonde de l'hypocondre droit. Si c'est une cholécystite, généralement, il n'y a pas d'autres symptômes. La douleur, elle est volontiers irradiante, c'est-à-dire qu'elle va faire mal également dans l'arrière du dos, dans les épaules, dans les hanches, mais il ne doit pas y avoir d'ictère. Sinon, c'est qu'il y a un autre problème qui s'est surajouté et il y a peu ou pas de troubles du transit dans la cholécystite. À la biologie, on retrouve volontiers un syndrome inflammatoire avec une augmentation des globules blancs et de la CRP. Le bilan hépatique, il est normal. Dans 70% des cas, il est normal. Il peut y avoir une petite cytolyse réactionnelle qui n'a pas grande importance. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est sur les enzymes de cholestase et sur la bilirubine qui peuvent signer le fait qu'un des calculs soit passé dans les voies biliaires et qu'il faut faire une écho-endoscopie préalable à votre patient. Le diagnostic de la cholécystite repose, autant on a insisté pour l'appendicite sur le scanner, autant là je vais me permettre d'insister sur l'échographie. La sensibilité de l'échographie, elle est supérieure à 94%, donc c'est énorme pour un diagnostic comme ça. Le scanner, bien évidemment, quand on le fait, ça nous arrive en cas de tableau atypique, il permet le diagnostic des complications, il permet le diagnostic des ischémies et des perforations, mais il a une sensibilité qui est moindre pour le diagnostic positif de cholécystite. J'ai mis des magnifiques images d'échographie abdominale. Donc, encore une fois, l'échographie reste l'examen de référence dans la cholécystite, car c'est vraiment avec lui qu'on peut poser le diagnostic.
si ça vous intéresse, le signe le plus intéressant, le plus évocateur de la cholécystite aiguë lithiasique, c'est vraiment l'épaississement des parois. Et là, encore une fois, le radiologue, il est gentil parce qu'il nous l'a mesuré, enfin, il nous l'a encadré. Des parois qui ont été mesurées par l'échographiste, par le radiologue, supérieures à 4 mm, vous pouvez être quasiment certain que ça ne peut pas être autre chose qu'une cholécystite. La disponibilité en plus de l'échographie, elle est souvent meilleure que le scanner. Enfin bref, à la rigueur, tous les autres signes, ils sont pas accessoires, mais le plus important, c'est l'épaississement des parois associé à la présence d'un calcul biliaire. Ça a une valeur prédictive positive de plus de 95% selon les études de radiologie. Encore une fois, une magnifique image avec ici l'espace qui est complètement transsonore, c'est la vésicule, des parois qui sont épaissies, voire même parfois dédoublées, un énorme calcul hyperéchogène qui ne laisse pas passer les ondes de l'échographie, donc qui est responsable de l'apparition de ce qu'on appelle un cône d'ombre postérieur, c'est typique. Alors les critères de gravité de la cholécystite, ils sont assez simples et en fait, c'est pas du tout le même schéma que dans l'appendicite. C'est-à-dire que dans l'appendicite, on va dire plus c'est grave, plus il faut opérer rapidement. J'ai envie de dire dans la vésicule biliaire, dans la cholécystite, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des symptômes depuis 72 heures et quelqu'un chez qui vous allez sentir à la palpation une vraie masse de l'hypocondre droit douloureuse, ou quelqu'un qui a des signes de défaillance d'organes, des signes réanimatoires, clairement, on va essayer de temporiser la cholécystectomie. Pourquoi? Parce que techniquement, ce sera beaucoup plus compliqué. On va prendre beaucoup plus de risques sur l'anatomie biliaire et notamment la voie biliaire principale. Et donc, on va essayer de traiter le patient d'une façon conservatrice. Alors, ça veut dire quoi un traitement conservateur? Ça veut dire bien évidemment des antibiotiques. Et on va demander au radiologue de poser une sonde de cholécystostomie, c'est-à-dire un petit drain qui va percer la vésicule pour la décharger sous contrôle échographique ou scanographique. Ça peut permettre de régler le problème dans plus de 80% des cas. Bien évidemment que quand le problème réanimatoire sera réglé, on pratiquera une cholécystectomie pour mettre à l'abri des récidives. Mais en l'urgence absolue, quand il y a quelqu'un qui est réanimatoire ou qui a des durées de symptômes qui sont trop importantes, 72 heures, c'est vraiment une question de point de vue, c'est ce que nous dit la SFCD, mais quand les durées de symptômes sont trop importantes, généralement, on temporise. Alors, les antibiotiques dans la cholécystite. Donc, si on se remet dans la cholécystite aiguë lithiasique simple, on va dire, en pratique, beaucoup de patients reçoivent des antibiotiques dans cette indication-là. On les met dès le diagnostic, ça dure à peu près 5 jours. Très généralement, on met des bêta-lactamines ou des C3G parce que ça pénètre bien dans les tissus biliaires et parce que les germes incriminés sont volontiers digestifs. Alors, on parle de l'adapter à la culture de la bile vésiculaire qu'on aura prélevée au bloc. Moi, honnêtement, j'en vois rarement de la bile vésiculaire en bactériaux, ça peut m'arriver, mais de toute façon, elle est négative dans 60% des cas. Donc ça, c'est ce qui se passe en pratique. En théorie, ça n'est plus indiqué. Monsieur Régimbaud, qui est un vieux patron, enfin un grand patron de chirurgie, a publié dans le JAMA il y a 6-7 ans une étude où il a comparé 2 bras de traitement. C'est un essai thérapeutique randomisé où à chaque fois qu'il y avait un diagnostic de cholécystite, ils allaient emmener le patient au bloc opératoire et puis ils randomisaient le patient, c'est-à-dire qu'ils tiraient au sort au hasard, toi tu vas recevoir des antibiotiques et toi tu n'en recevras pas. Bon. Et puis ils ont comparé les résultats. Les résultats, c'est qu'à 90 jours, il n'y a pas plus d'infection du site opératoire chez les gens qui ne recevaient pas d'antibiotiques versus ceux qui en recevaient. Il n'y a pas plus de réadmission, il n'y a pas plus d'abcès de paroi, il n'y a pas plus de bile positive à la bactérie. Donc en fait, ça revient au même, en théorie, de les donner ou de ne pas les donner du moment qu'on opère le patient. Le plus important, c'est d'opérer le patient. Alors, les délais de la chirurgie, on en a parlé un petit peu. La SFCD et la HAS nous disent que la cholécystectomie est à faire dans les 72 heures du diagnostic, donc on n'est pas dans l'urgence vitale immédiate, ça c'est clair. Au-delà de ce délai-là, comme je vous dis, l'inflammation évolue un petit peu pour son propre compte et donc on va prendre des risques opératoires et on risque d'augmenter la morbimortalité. Donc, au-dessus de 5 jours, clairement, moi je pense qu'il ne faut pas les faire, ça devient trop dangereux. Les cholécystites suivantes, c'est clairement reconnu qu'il faut les traiter, on va dire, médicalement. Donc, on a vu la défaillance d'organes, le patient réanimatoire, le patient qui a une pancréatite aiguë biliaire grave et un délai d'évolution des symptômes supérieur à 5 jours, donc on l'a dit, et la cholécystite alithiasique de réanimation, qui est encore une autre entité nosologique pour elle. En dehors de ces cas, la cholécystite aiguë lithiasique doit être opérée quasiment systématiquement.
Alors, la lithiase vésiculaire asymptomatique, ça vous est probablement tous arrivé d'en croiser dans le cabinet ou en consultation ou partout ou un dossier. Bon, clairement, il n'y a pas d'indication à faire de cholécystectomie chez les gens qui ont des calculs biliaires asymptomatiques. Vous savez que sur 100 personnes qui ont des calculs biliaires dans la rue, il n'y en a que 25%, un quart, qui vont développer des symptômes dans leur vie. Et comme on est en France, on aime bien les exceptions, donc sauf les cas suivants, les polypes vésiculaires de plus de 10 mm, parce qu'on a envie de les envoyer pour analyse, la vésicule dite porcelaine, c'est quand toute la vésicule se rétracte entièrement sur le calcul, un patient qui a été opéré d'une chirurgie bariatrique et qui va maigrir brutalement, il est plus à risque de faire des complications biliaires. Donc, quand on diagnostique une lithiase biliaire en préopératoire, on l'enlève même si elle n'est pas symptomatique. Les calculs de plus de 3 cm doivent être opérés et un peu comme la bariatrique, toutes les interventions avec risque d'amaigrissement associées, la gastrectomie totale, bien que ce ne soit pas complètement clair, l'œsophagectomie, la coloplastie rétrosternale, enfin des gros chantiers de digestif peuvent, selon les équipes, mériter une cholécystectomie à part entière. Voilà, on va passer à un diagnostic également assez simple et assez fréquent, c'est la hernie ou l'éventration étranglée. Le diagnostic est rapide, aucun examen paraclinique n'est nécessaire, sauf si on a un doute, bien évidemment, mais généralement c'est assez clair. Il s'agit d'un problème assez grave pour lequel là on ne temporise pas. En fait, ça fait partie véritablement encore des urgences chirurgicales qui réveillent le chirurgien en pleine nuit. On est face à un risque de nécrose digestive puisqu'on a un morceau de tube digestif qui va sortir par l'intermédiaire d'un orifice herniaire, qui soit ombilical, inguinal, ou alors que la hernie soit suite à une cicatrice cutanée. Dans ce cas-là, on appelle ça une éventration, mais c'est exactement la même chose en fin de compte. Alors maintenant, il paraît qu'il ne faut plus appeler ça une éventration, il paraît qu'il faut appeler ça une hernie incisionnelle. Bon. Voilà, donc schématiquement, c'est assez bien représenté ici. Il y a une aponévrose avec une gaine musculaire et puis il y a la graisse sous-cutanée et la peau. Bon, bah, quand on a une zone de faiblesse de la paroi abdominale, donc ici c'est une hernie de la ligne blanche, on peut avoir une issue de tube digestif au sein de cet orifice aponévrotique et donc l'intestin va s'étrangler, ça fait extrêmement mal. C'est une tuméfaction qui n'est pas réductible. Quand vous appuyez dessus, normalement le patient saute au plafond. Et il faut généralement aller au bloc opératoire assez rapidement. Pas de scanner, pas d'échographie, sauf si on a un doute diagnostique, bien sûr. Il faut essayer vraiment de ne pas retarder la prise en charge chirurgicale parce qu'on a véritablement un risque de nécrose digestive, donc de résection intestinale, donc de fistule, donc de stomie, en fin de compte. Là, vous avez des vues cœlioscopiques d'orifices hernières, donc c'est assez intéressant. Ici, donc en fait, tout là-bas, c'est le bassin, c'est le pelvis. Ici, on voit le ligament de l'ouraque, et puis ici, on voit le relief du cordon spermatique, avec ici le canal déférent qui va fuser dans l'orifice hernière. Loin derrière, là-bas, il y a la vessie, et puis là, il y a de l'intestin grêle. Donc, on comprend très bien que des anses intestinales grêles peuvent aller se coincer là-dedans, et l'orifice hernière est ici. Voilà une vue cœlioscopique que je trouve assez intéressante du traitement d'une hernie étranglée avec un pincement latéral de l'intestin grêle à l'intérieur de l'orifice hernière. Ça ne contre-indique pas spécialement la cœlioscopie et la cœlioscopie permet de faire le bilan lésionnel, c'est-à-dire qu'en désincarcérant l'anse de l'orifice hernière, vous allez évaluer sa viabilité, c'est-à-dire est-ce qu'il est encore bien vascularisé, est-ce qu'il n'a pas trop souffert quand il a été étranglé dans la hernie, est-ce qu'on peut le garder, est-ce que je dois faire une résection ou pas. Et en plus, ça permet de faire le traitement. Alors, j'ai mis cette diapositive-là pour le traitement des hernies et des éventrations étranglées. Il n'y a pas d'autre solution que d'opérer les patients. C'est extrêmement rare de les réduire manuellement et quand bien même vous arrivez à la réduire manuellement, généralement, on a quand même envie d'aller voir parce qu'on ne sait pas trop depuis combien de temps l'intestin a été étranglé là-dedans et on a très peur de risquer la nécrose digestive. Ça peut être effectué en ambulatoire, pourquoi pas, en fonction des horaires. Si l'intervention n'est pas faite trop tard dans la journée, s'il n'y a pas eu de résection, si le patient va bien, pourquoi pas. Ça, ce sont des images de mise en place de voiles prothétiques par cœlioscopie. Donc, quand on traite une hernie, très généralement, on met une prothèse, on met une plaque. On appelle ça une plaque, mais vous voyez que c'est un peu comme un filet de pêche, comme un voile de mariée qu'on va caler après dissection du péritoine devant l'orifice hernière pour ne pas que les anses ressortent. Et puis après,
cette suture, cette ouverture du péritoine est suturée en cœlioscopie pour ne pas que la plaque soit au contact des viscères intra-abdominales. Donc là, je pense que le chirurgien devait être très content parce qu'il a fait un magnifique chirurgien en célio. Les chirurgiens sont très généralement contents d'eux. Dernier diagnostic assez simple, l'abcès, le furon, toute forme d'abcédation sous-cutanée, c'est extrêmement fréquent et généralement, ça fait très mal. Ce qu'on va évaluer, donc en fait, c'est la tolérance du patient. Moi, je pense que l'indication chirurgicale, elle est faite à partir du moment où on a fait le diagnostic, parce que, ne serait-ce que pour soulager la douleur. Alors, bien évidemment, ce n'est pas aussi urgent qu'une hernie étranglée ou qu'un patient en choc hémodynamique sur une péritonite, etc. Mais il faut se dire quand même que le patient souffre. Donc, le plus tôt sera le mieux pour lui. Si c'est des abcès de la marge anale, par exemple, c'est des gens qui ne peuvent pas s'asseoir, des sinus pilonidaux infectés, c'est des gens qui ont vraiment une vie un peu pourrie. Et donc, on essaye de les opérer le plus rapidement possible. Et en pratique, on a toujours une place dans le programme opératoire pour caler ça dans la journée. On se débrouille toujours pour pouvoir les faire. Donc, c'est une urgence chirurgicale relative, mais quand on pense un petit peu au patient, on essaye de le faire rapidement. Alors, le seul traitement de ces choses-là, c'est le drainage chirurgical. Il y a des tonnes de choses qui ont été essayées. Il y a les instillations d'antibiothérapie, l'antibiothérapie locale avec des crèmes, l'antibiothérapie par voie systémique, la ponction à l'aiguille. Bref, il faut les inciser pour les drainer. Il n'y a malheureusement pas d'autre solution. C'est bête comme chou. C'est d'ailleurs la première chose qu'on apprend à l'interne de chirurgie pendant son cursus, c'est de drainer un abcès. Comme ça, la prochaine fois, il ne réveille pas le chef pendant la garde. Voilà, c'est vraiment ça reste le drainage chirurgical et rien d'autre. Ce drainage, il est tout simple, je l'ai dit. Et la deuxième partie du traitement, c'est qu'on va mettre en place une mèche. On va volontiers pas fermer la peau parce qu'on ne veut pas que ça se réabcède. Et donc, le patient va sortir avec des soins de pansement à faire par une infirmière à la maison tous les jours. Et c'est généralement des soins qu'elles savent très, très bien faire. Et elles n'hésitent pas à nous appeler si jamais il y a un problème. Ces soins sont continués jusqu'à cicatrisation complète de la lésion. Pour finir, je dirais que la majorité des urgences chirurgicales peuvent se traiter en ambulatoire, si on se débrouille bien. La majorité des urgences chirurgicales, je l'ai dit, ça a l'air de rien, mais restent des urgences chirurgicales, c'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas essayer de traiter médicalement une appendicite, ni même une cholécystite. On a vu que c'est des cas vraiment très, très précis. Et la majorité des urgences chirurgicales peuvent attendre quelques heures pour être transférées au chirurgien le lendemain, sauf bien évidemment la hernie étranglée où on a vu que le diagnostic était assez rapide et le traitement devait être assez rapide et brutal. Je vous remercie à tous de votre attention. C'est fini et je suis bien évidemment à votre disposition sur des questions.